J'ai perdu des milliers d'euros en bourse. Pas à cause d'un crash, mais à cause de mes propres choix. J'investis depuis 2014 et je pensais vraiment investir intelligemment. Des actions françaises, plutôt gros dividendes, des noms rassurants du quotidien. En réalité, je cumulais les erreurs classiques du débutant. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment éviter les pièges qui coûtent une fortune pour tous ceux qui débutent et qui souhaitent investir en bourse. Tout d'abord, voici mon portefeuille dans lequel j'avais investi à l'époque. Donc, comme c'est possible de le voir, il y a vraiment beaucoup de secteurs différents. Donc, ça passe de la pharmacie au secteur de l'énergie, télécom, bancaire, agroalimentaire et autres. Le portefeuille était comme une illustration d'une vie quotidienne, c'est-à-dire la box donc chez Orange, la banque donc qui était à l'époque Société Générale pour moi, ou bien encore les yaourts dans le frigo, jusqu'au petit bucket du samedi soir. Tout ça me paraissait très logique, rassurant, presque comme évident. En réalité, je ne savais pas ce que je faisais. Nous allons détailler ensemble toutes mes erreurs une par une. Comme tu l'as peut-être constaté, ma première erreur est ce qu'on appelle le biais géographie. En effet, sur mon portefeuille de l'époque, 7 actions sur 8 concernent le CAC 40. Mais la réalité, c'est que la France pèse moins de 3% dans l'indice mondial des pays développés, c'est-à-dire les pays dont le marché boursier est développé. En d'autres termes, c'est comme si je pensais jouer en Ligue des Champions, alors qu'en réalité j'évoluais en Ligue 1. C'est à noter que pour un investisseur américain, ce biais géographique est beaucoup moins grave, comme les États-Unis représentent plus de 70% du marché monde développé. Dans l'histoire, ce biais géographique a déjà fait d'énormes dégâts. Pour un investisseur japonais dans les années 90, le marché boursier a connu une lente baisse qui a duré plus d'une décennie, suivie d'une très longue stagnation. Reprenons le cas de notre investisseur basé en France qui investit dans des actions françaises. Tu pourrais me dire, oui, mais ces entreprises, elles sont présentes mondialement. Ce qui est vrai. Mais cela ne change pas le fait que le risque juridique et fiscal, lui, est concentré dans le pays dans lequel le siège de l'entreprise est située. Par exemple, LVMH a dû s'acquitter de 700 à 800 millions d'euros d'impôts supplémentaires dans le cadre de la contribution exceptionnelle pour les grandes entreprises. C'est pourquoi il demeure important, voire indispensable de bien diversifier afin de diminuer ce risque. Ma deuxième réalisation, au-delà de ce manque de diversification géographique, c'était tout simplement un manque de diversification tout court. À mes débuts et sur le portefeuille que je t'ai montré, il y a 8 actions. À mon sens, c'était déjà suffisamment solide, sauf que cela représente un risque. Si seulement une de ces 8 actions s'effondre littéralement avec un cours en bourse qui chute, eh bien cela va durablement et fortement impacter le portefeuille. Dans ce cas, combien d'actions véritablement il faut dans un portefeuille? Alors, au minimum, pour être bien diversifié, une trentaine d'actions est généralement recommandée. Et pour dire cela, je m'appuie sur une étude de référence sur le sujet qui s'intitule How many stocks make a diversified portfolio de Statman, publié en 1987. Cela est un minimum et ça peut monter jusqu'à bien plus. Un investisseur particulier peut détenir plusieurs centaines d'actions et cela constituera une très bonne diversification. J'apporterai également une nuance. Il est vrai que dans le cas où l'on débute, c'est plus compliqué d'atteindre ce niveau d'action minimum, sachant que l'on n'est pas énormément de capital, mais il est possible de les atteindre progressivement avec le temps. Troisième erreur, El famoso dividende. Je voyais ça comme un loyer qui tombe chaque mois. Un loyer plutôt confortable dans certains cas, notamment avec Orange et Engie qui sont connus pour verser des gros dividendes, généralement plutôt autour des 8%. Sauf que, eh bien, ces dividendes ne sont jamais garantis dans le temps. Lors de très nombreux cas, des entreprises suppriment, réduisent, coupent leurs dividendes lorsqu'il y a des difficultés ou lorsque le cours en bourse chute énormément. Un exemple parmi bien d'autres, la société Unibail-Rodamco-Westfield, connue pour l'exploitation de grands centres commerciaux mais pas que, a connu de grandes difficultés avec le Covid. Son cours en bourse a très largement chuté et son dividende s'est complètement évaporé. Il s'agit d'un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qui est important de comprendre, c'est aussi que le dividende n'est pas de l'argent supplémentaire, mais une partie de l'argent que l'entreprise dispose et qu'elle choisit de redistribuer à ses actionnaires plutôt que de l'investir.
elles choisissent de le redistribuer plutôt que de l'investir et la partie qui est vraiment importante. Il existe de nombreuses entreprises qui ne versaient peu ou pas de dividendes du tout et qui ont connu des histoires boursières incroyables. On peut citer notamment Google, Apple, mais bien d'autres qui, pendant très longtemps, ont versé aucun dividende, mais ces actionnaires se sont largement enrichis. Et c'est un point à comprendre car des entreprises qui reversent beaucoup de leurs bénéfices aux actionnaires sous forme de dividendes sont très généralement des entreprises matures de secteurs très précis comme les télécoms ou bien l'énergie, ce qui veut dire que l'investisseur se retrouve fléché dans ces secteurs-là qui ne sont pas forcément les secteurs les plus rentables sur le long terme. Au final, ce que je retiens de mes aventures concernant le dividende, c'est que ce qui compte vraiment, c'est le prix de vente plus le dividende, c'est-à-dire le rendement total et pas uniquement juste le dividende. Cela doit être vu comme un complément, mais pas comme une stratégie à part entière. Parlons maintenant de ma quatrième erreur. Cette erreur concerne les frais et la fiscalité qui grignotent la performance sur le long terme. Sur mon portefeuille de l'époque, 7 actions sont des actions françaises et une action est une action sur la bourse américaine. La logique aurait voulu que j'investisse les 7 actions sur un PEA et que l'action américaine soit sur un compte titre. Notamment car le PEA offre un avantage considérable étant l'exonération d'impôt sur le revenu, seulement les cotisations sociales si le plan dure plus que 5 ans. Le compte titre, quant à lui, est pleinement fiscalisé. Alors la fiscalité a beaucoup changé depuis 2014, mais sur la fiscalité actuelle, on est sur une flat tax, donc chaque dividende sera taxé et également chaque plus-value. Un dividende qu'on touche de 6% par exemple sera transformé en 4% net d'impôt. Une autre considération à avoir est également les frais de courtage, qui certes pèsent moins dans la performance que la fiscalité, mais qui sont quand même à noter, c'est-à-dire que je n'utilisais pas de banque en ligne et pour payer des actions, notamment des actions dans des bourses qui ne sont pas les bourses françaises, cela coûtait pour un simple ordre plusieurs dizaines d'euros. On des frais à prendre en considération pour chacun des achats qu'on réalise sur ce compte titre que je possédais à l'époque. Alors la morale de cette histoire est que je devais plutôt privilégier l'enveloppe fiscale dédiée à ces investissements comme le PEA et également plutôt passer sur des banques en ligne pour pouvoir avoir des frais beaucoup moins importants concernant les frais d'achat et de vente d'actions. Parlons maintenant de la dernière et cinquième erreur. Alors une qui est aussi très classique dans les erreurs de débutants, il s'agit du market timing. Le principe du market timing est pour un investisseur de vouloir profiter des variations de la bourse afin de réaliser des opérations intéressantes. Car en effet, je ne me suis pas contenté d'acheter ces actions et de simplement les laisser dans un fonds de portefeuille. J'ai essayé de les vendre et de les racheter lorsque les moments étaient le plus opportuns. Bien sûr, cela ne s'est pas réellement passé comme je l'imaginais, c'est-à-dire que si j'avais tout simplement laissé les actions en fonds de portefeuille, eh bien j'aurais gagné le même montant, voire plus. Lorsque le marché est baissier, on peine à atteindre le véritable point bas car personne ne peut savoir quand est-ce que ce point bas va arriver. Lorsque le marché monte, on peine aussi à investir car on se dit que c'est un pic qui est atteint, sauf que le marché peut encore monter pendant plusieurs années sans que l'on réinvestisse et donc être fortement pénalisé sur sa performance. Au final, cela est très difficile, complexe, notamment pour un investisseur particulier. Il est préférable de ne pas faire de market timing. Ou alors de le faire, mais seulement pour une poche très réduite et bien précise de son portefeuille dédiée à ces aspects de spéculation, mais tout en gardant à l'esprit que cela ne va pas rapporter énormément sur le long terme. Alors, on arrive déjà au terme des différentes erreurs que j'ai commises à l'époque. Revoyons-les ensemble rapidement. Le pied géographique, c'est-à-dire plutôt investir dans les entreprises que l'on connaît, c'est-à-dire celles du pays dans lequel on vit. La concentration sur quelques actions, le fait de ne pas avoir un portefeuille suffisamment diversifié en termes de nombre d'actions, la fascination pour le dividende facile, l'oubli complet des frais et de la fiscalité et leur impact sur le long terme dans la performance d'un portefeuille en bourse, et enfin l'illusion du market timing. Toutes ces erreurs constituent une forme de bingo des erreurs d'un investisseur en bourse débutant. Tu peux désormais t'en inspirer afin de ne pas réitérer les mêmes. Alors depuis, ma stratégie a considérablement changé. Je n'ai pas totalement abandonné le stock picking individuel et l'achat d'actions, mais je privilégie désormais les ETF. Nous allons avoir grandement l'occasion d'en rediscuter dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que ce sujet t'a plu et que ce sera utile pour toi pour ton parcours d'investisseur. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi!